Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents avec nous aujourd'hui pour suivre cette nouvelle édition de la matinale de l'Ordre national des infirmiers. Et aujourd'hui, je vous présenterai nos invités pour débattre, mais vraiment, on souhaitait faire une matinale au sujet des dérives sectaires et thérapeutiques. C'est un sujet qui est dans l'actualité et qu'il faut absolument qu'on traite. Et on va faire un petit point global de savoir de quoi on va parler. Alors, il s'agit de dérives liées à des pratiques de soins non conventionnels, appelées aussi thérapies complémentaires par l'Académie nationale de médecine, et qui pourraient intervenir dans des soins plus conventionnels. Donc, on voit qu'on est dans une boîte et aussi dans une boîte, et donc il faut quand même faire le point là-dessus, et notamment sur l'aspect scientifique de toutes ces pratiques et dérives qui pourraient être produites et proposées par des professionnels de santé ou des non-professionnels de santé, mais les infirmiers doivent pouvoir faire le tri de ce sujet-là. Mais en tout cas, on va vous donner un indice qui sera largement repris par les gens qui sont autour de la table, c'est que ce sont des pratiques qui ne sont pas enseignées dans la formation initiale, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait bien en tête dès le départ de la conversation et de la discussion qu'on va mener, parce que c'est quelque chose qui nous permet justement de trier le bon grain de livret. La Miviludes, donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, recense à ce jour plus de 400 pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique. Et donc, vous voyez que ce n'est pas un phénomène qui est banal. Et elle estime que 4 Français sur 10 ont recours à de telles pratiques, dont 60% parmi les patients pris en charge pour le cancer. Et on voit bien que les infirmiers, maintenant, avec la prise en charge du cancer hors les murs, à domicile et de plus en plus de thérapies orales, sont des très bons observateurs de ce sujet-là. Durant la crise, depuis le Covid, les signalements reçus par la Miviludes concernent des pratiques et ont augmenté. Il dit que c'est à peu près un quart des signalements qu'ils reçoivent à date. Donc on voit bien que l'ampleur du phénomène, on voit bien que ça se répand de plus en plus. Et donc les pouvoirs publics ont décidé de s'en emparer. Et il y a eu, en mars dernier, auprès du ministre de l'Intérieur, à la place Beauvau, les premières assises nationales de lutte contre les dérives sectaires, avec Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée en charge de l'organisation territoriale et des professions de santé, qui a annoncé le lancement d'un comité pour encadrer les pratiques non conventionnelles en santé. Ce comité s'est réuni le 28 juin. Parmi nos interlocuteurs de ce jour, certains étaient présents, invités ou pas d'ailleurs, mais on a souhaité qu'il y ait 3 axes, donc la cartographie et l'évaluation de ces pratiques non conventionnelles, l'analyse des formations et leur grande hétérogénéité, et identifier les points d'accès des patients à ces pratiques. Nous allons nous revoir bientôt avec la ministre déléguée le 28 septembre prochain, des points de calendrier pour un peu vous dire l'urgence qu'il y a et l'idée de traiter cette chose-là. Donc les infirmiers, mais aussi les médecins, et je salue Pierre qui est là, ont un rôle majeur dans la prévention et la détection de telles pratiques. C'est pourquoi nous avons signé avec la Miviludes, l'Ordre national des infirmiers, une convention d'échange et de réflexion. Enfin, elle avait déjà été signée auparavant, mais on a souhaité la remettre au goût du jour. Et aujourd'hui, ils étaient invités, mais des sujets différents de la matinale qui nous occupe leur ont pas permis d'être présents. Mais en tout cas, c'était pour rappeler l'article 10 du Code de déontologie de la profession d'infirmière, et je vais le citer, qui mentionne que l'infirmier doit prodiguer des soins attentifs et fondés sur les données acquises de la science et lutter contre le charlatanisme. Donc vous voyez, on est au plein cœur des missions de l'ordre, et donc nous exerçons une délégation de mission de service public, et à ce titre-là, il est essentiel que tous les infirmiers et infirmières de France, quel que soit leur mode d'exercice, mais du contact avec les patients, puissent être en capacité de faire en sorte de détecter ce type de dérive. Donc, vous le savez, les infirmiers de la ville à l'hôpital, H24, 7 sur 7, et les patients les plus isolés en général, puisque plutôt des patients qui sont à domicile, plutôt dans la ruralité et plutôt âgés. Et donc, nous voyons qu'il y a un vrai essor, et donc il faut absolument que les infirmiers soient de plus en plus vigilants sur ces sujets-là. Et donc, nous pensons qu'effectivement, cette émission permettra à l'ensemble des professionnels de santé de disposer des bonnes informations pour détecter de telles pratiques. Donc je vous ai mis la pression, messieurs, et je vais vous présenter, parce que vous voyez bien que l'ambition de cette émission, modeste émission, est là pour essayer de faire quelque chose de référence. Donc le docteur Hugues Gascan, qui est directeur de recherche au CNRS, le docteur Pierre de Brémond-Dars, président du
collectif NoFekMed, et maître Rodolphe Boslu, avocat au barreau de Paris. Et je vous remercie tous les trois d'avoir accepté notre invitation et de vous être levé bonheur pour venir débattre ici et nous apporter beaucoup de choses. Donc, pour commencer, nous allons nous intéresser à l'identification de ces pratiques non conventionnelles. Et Hugues Gascan, vous avez travaillé à cette identification justement des vecteurs de ces pratiques. Quels sont les principaux pour vous vecteurs de ces dérives? Tout à fait. Alors, vous mentionnez qu'il y a environ 400 dérives thérapeutiques identifiées. Ça représente, selon une étude récente, un marché en France de l'ordre de 11 millions d'euros, ce qui est conséquent, ce qui attire des convoitises, on peut le comprendre. Et je ferai un petit mot de sémantique avant de répondre à votre question. Historiquement, on a parlé de méthodes alternatives dans les années 70, puis parallèles, puis douces, naturelles, complémentaires, de support, holistique, intégrative. On parle même de médecine invisible et on voit qu'on est passé d'alternatif à médecine invisible. On intègre le corpus médical de façon à se fondre et à être légitime. Alors ça, c'est un point intéressant. Malheureusement, une médecine alternative, si elle est convenablement analysée, et il y a eu plus de 70 000 analyses ou études recensées au niveau mondial de médecine alternative sans grand succès, à part quelques éléments issus de la pharmacopée chinoise, qui ont d'ailleurs donné un prix Nobel pour le paludisme, mais c'est quand même des échecs. Et un essai thérapeutique convenablement mené sur une médecine alternative et qui donnerait ou qui donne des résultats positifs, ça devient une médecine conventionnelle. Donc, par défaut, ou per se, une médecine alternative n'a pas de raison de se maintenir, elle doit devenir conventionnelle ou disparaître, je dirais, en étant un petit peu sévère. Et puis, c'est quoi qui fait qu'une médecine est reconnue ou pas? C'est assez simple. Si on revient à Descartes, sa pensée pourrait tenir au niveau scientifique en une phrase. Une observation doit pouvoir être couchée par écrit pour être reproduite ailleurs par une autre personne. Et si vous arrivez à rentrer dans ce concept-là, rapidement, vous devenez une médecine conventionnelle. Alors aujourd'hui, et je suis ça depuis une quinzaine d'années, qu'est-ce qui a changé aux 15 ans? Bien, en 15 ans, les médecines parallèles étaient, ou alternatives, ou intégratives, ou ce qu'on veut, étaient aux portes de la médecine conventionnelle, aux portes des hôpitaux, mais n'y rentraient pas. Et on voit qu'en 15 ans, il y a une progression considérable, ce qui fait qu'avec l'association dont je suis le responsable, qui s'appelle le groupe d'études du phénomène sectaire, qu'une association récemment créée, avec des militants souvent anciens, on analysait ça un petit peu en termes de strates et de pénétration, et on peut rapidement différencier 5 ou 6 niveaux de pénétration des médecines alternatives. Vous avez le maître Reiki du coin de la rue ou le tenant de médecine pseudo-énergétique qui vont avoir une emprise sur le patient, qui vont détourner de l'argent, qui vont l'amener à Canossa avec des histoires terribles d'abus, voire d'abus physiques et corporels, voire vers des groupes assez malsains. Donc ça, c'est ce qui existait à 15 ans, qui existe toujours. Et puis on a vu depuis une pénétration assez massive dans la médecine générale, puisque souvent les sources, on estime qu'il y a 5 à 6 000 médecins généralistes qui sont promoteurs de médecine parallèle ou de techniques. Alors ce sont souvent des médecins qui vont s'organiser en association. Associations soit de lobbying, n'hésitant pas parfois à tacler l'ordre des médecins, soit des associations qui vont eux-mêmes faire de la formation et promouvoir leur propre vision des médecines alternatives. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ne sont pas toujours liés à des mouvements, mais ils sont friands de leur liberté de pratique. Avoir une totale liberté de leur pratique avec des explorations assez peu reconnues. Autre niveau, ça a été la pénétration dans les années 2012-2015 dans les CHU. Alors on retrouve malheureusement certains services et grands services, y compris de médecine interne. Je pense à un hôpital du centre de la France où on va, sur des pathologies compliquées, proposer de la méditation, de la sophrologie, etc. C'est pas la majorité du genre, mais certains domaines sont actuellement touchés par cette progression du phénomène. Là où ça pose beaucoup de problèmes dans les hôpitaux, ça va être les formations non pas initiales, bien que, mais les formations professionnelles, complémentaires, etc., secondaires. Avec deux grands soucis, je dirais, les diplômes universitaires,
qui sont délivrées localement et non pas au niveau étatique, au niveau du pays. C'est-à-dire ce sont des décisions qui sont portées par un professeur de médecine qui va dire ça serait bien de faire un DU de sophrologie ou différentes choses comme ça. Alors récemment, avec notre association, le GPS, on s'est repenché sur une cartographie de ces différents diplômes universitaires et on peut facilement recenser environ plus de 130, 135, avec quelques pics, notamment sur Strasbourg, où il y a 8-9 DU vraiment folkloriques. Je crois que c'est des questions qui sont aujourd'hui regardées de près par tant le ministère de la Santé que l'enseignement supérieur à la recherche pour essayer de réguler un petit peu tout ça. Et ça rapporte des sous, puisque si on considère le prix moyen, le nombre d'élèves, ça doit générer 6 à 8 millions d'euros par an qui vont soit vers les services hospitaliers, enfin la recherche, soit vers les tenants de ces techniques-là. Et puis il y a aussi les DPC où il y a énormément d'infiltration et de médecine parallèle qui sont enseignées sous prétexte soit de soins, soit de bien-être, etc. Et là, tout est à faire, il n'y a pas eu d'éléments d'analyse précise. Alors les autres niveaux, si je continue rapidement. Oui, bien sûr. Ça va être le monde associatif de soutien aux pathologies chroniques. Lorsque vous souffrez d'un cancer, que vous avez été traité rapidement, très souvent on va vous proposer des accompagnements, des soins de support, etc., qui vont être promus par des associations diverses, certaines avec des gros budgets. C'est pareil pour les maladies neurodégénératives, c'est pareil pour le diabète, pour un certain nombre de maladies chroniques, où on va voir pénétrer ces associations par des mouvances ou des pratiques qui n'ont rien de conventionnel. Alors, à leur décharge, c'est qu'ils ont assez peu d'expertise, c'est souvent du bénévolat, et donc la pénétration d'autant plus facile qu'il n'y a pas de regard critique, scientifique ou médical. Ceci étant, il y a un sursaut depuis 1 an ou 2, il y a une prise de conscience de la problématique, et on peut espérer que ça va s'arranger, aller vers le mieux. Un autre niveau aussi qui a été absolument délétère, ou un autre point, c'était l'attitude, ou c'est l'attitude des mutuelles de santé. Vous savez que les mutuelles de santé, pour des raisons d'optimisation fiscale, ont toutes des fondations. Et les fondations vont soutenir un certain nombre de projets dans le secteur médical, mais vont aussi, depuis 2008-10, ont beaucoup soutenu l'implantation ou la facilitation de techniques type sophrologie, hypnose, méditation, etc., soit au sein des CHU ou les centres anticancéreux. Alors qu'est-ce qui se passe? Le patient qui est hospitalisé, qui est en fin d'hospitalisation, on lui proposer de participer à cette technique-là. C'est gratuit, donc dans son esprit, il va penser même que c'est pris en charge par la sécurité sociale, puisque c'est gratuit, et en sortant, il va avoir tendance à continuer. Alors pourquoi les mutuelles se mettent sur ce créneau-là? Alors c'est quasiment tout aujourd'hui, c'est qu'il y a un marché. Et aujourd'hui, on voit les mutuelles proposer des compléments de forfait avec des médecines douces, des médecines parallèles, intégratives, holistiques, tout ce que vous voulez. Donc elles ont créé le marché en amenant le produit au sein des établissements de soins. Et ça, c'est grave parce que à partir du moment où les techniques un peu baroques ou exotiques passent dans le système de soins hospitaliers, elles sont légitimées. Ça donne une légitimisation. C'est le médecin qui les a prescrites, c'est gratuit. Donc c'est reconnu. Et on y va, il n'y a plus d'œil critique du tout. Et puis le dernier point que je vais aborder, ça va être l'attitude ou la position des instances, voire de l'État, puisque il y a aujourd'hui une réflexion importante qui consisterait à voir comment on peut, en termes de marché, ces 11 milliards d'euros, les cadrer, les légitimer, quelles sont les bonnes et les mauvaises médecines alternatives, comment faire pour gérer tout ça. Et on voit se profiler un certain nombre d'officines, soit privées, je ne vais peut-être pas les nommer, très fortement soutenues par le monde législatif, les députés, par des ministres, des anciens ministre, voire une secrétaire d'État actuellement en fonction. C'est aussi un système symétrique au niveau universitaire avec un pôle de médecine intégrative universitaire. Et puis, il y a actuellement une réflexion qui est en cours, qui est menée par Madame Lebaudot, qui interpelle un petit peu sur le fait de vouloir reconnaître ou pas des bonnes ou des mauvaises médecines parallèles, sachant qu'une médecine parallèle qui est bonne devient conventionnelle si elle montre ses preuves. Ok, merci pour ce
tableau désespérant, mais très complet, en tout cas, assez exhaustif de tout ce que vous avez dit. Non, mais Hugues, on est là pour en parler, on est là pour en débattre, et c'est vrai que tous ces points d'attention que vous portez à notre connaissance, finalement, et à la connaissance de tous les gens qui vont nous écouter et nous regarder, sont assez essentiels, parce qu'on voit bien que ce n'est pas qu'un seul point d'entrée, c'est diffus, et ça peut rentrer par n'importe quel endroit sur des patients qui ont besoin de prise en charge, et donc qui sont plutôt pris dans des pathologies chroniques. Je vais me tourner maintenant vers l'avocat, Maître Bosselu. Est-ce que, finalement, quand on est témoin, victime, ou soi-même peut-être pris dans cette mécanique-là, qu'est-ce que vous nous préconiseriez, puisque vous êtes un avocat plutôt spécialisé dans ce domaine-là? Oui, moi ça fait 30 ans que j'assiste les victimes de dérives sectaires. Je veux dire d'abord une chose, c'est que toute dérive thérapeutique, toute pratique non conventionnelle n'est pas forcément sectaire. Ce qui fait la pratique sectaire, c'est la mise sous emprise. Je schématise. Mais c'est ça qui fait vraiment, à mon avis, la différence. Alors, on est dans une zone déjà très grise. Hugues Gascan a expliqué comment ces pratiques non conventionnelles arrivaient à se légitimer au long cours et à irriguer le système de santé que je vais considérer comme normal ou conventionnel. Mais pour autant, ça ne bascule pas forcément dans le côté sectaire. Donc, qu'est-ce qui fait que, à mon avis, les infirmiers qui peuvent être confrontés à une situation doivent prêter attention? D'abord, je pense que de toute façon, il y a un devoir de vigilance des infirmiers et que quand ils sont confrontés à une pratique thérapeutique, je mets entre guillemets, non conventionnelle, si elle les interroge, ils peuvent toujours, je le dis parce que c'est important, s'adresser à la Miviludes, parce qu'il y a une façon et une possibilité de les saisir. Il y a un pôle santé à la Miviludes, parce que c'est ces saisines-là qui font aussi progresser la connaissance. Pour autant, ça c'est, j'allais dire, purement prophylactique et préventif. Maintenant, si on est confronté à quelque chose de plus prégnant et de plus inquiétant, comme quelqu'un qui, alors qu'il pratique une auriculothérapie, par exemple, décide de cesser le traitement conventionnel. Là, on arrive sur quelque chose de plus alertant, parce qu'on est vraiment dans une conviction telle de la part de la personne, du patient, qui fait qu'elle décide, parce qu'on lui a expliqué au long cours que peut-être la chimiothérapie le fatiguait, que c'était peut-être pas la bonne solution, que peut-être il y avait une médecine karmique à envisager, qu'il fallait qu'elle se pose la question de savoir précisément au regard de ses karmas quelles étaient ses vies antérieures, quels avaient été ses traumatismes, qu'une fois qu'on aurait identifié ces traumatismes, eh bien, en parlant et en les traitant, on ferait cesser la cause de son cancer, car ce que j'évoque là, qui pourrait prêter à sourire, c'est la méthode amère. Et c'est une méthode qui est quand même assez répandue et qui est maintenant déclinée sous d'autres modalités, d'autres appellations, mais peu importe. Donc, quand on voit qu'il y a tout un process de conditionnement du patient qui perd de vue un peu et son libre arbitre et un raisonnement que nous pourrions qualifier de cartésien, alors là, il faut peut-être tirer la sonnette d'alarme. Alors, comment on tire la sonnette d'alarme quand on est infirmier? Pareil, en revenant devant la Miviludes et en expliquant les faits. Alors, vis-à-vis, mais je pense que je laisserai Pierre le dire, vis-à-vis du patient, je pense qu'il ne faut évidemment pas être en opposition, et toute tentative d'explication ou de débat raisonnable sur c'est n'importe quoi, c'est bullshit, c'est les pépins de pamplemousse, ça n'apporte rien, ne sert strictement à rien. Quand la personne est convaincue et que le process d'emprise est enclenché,
tout débat rationnel est voué à l'échec. Donc, ce n'est pas l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir une attitude en maintenant ses prérogatives d'infirmier, en disant d'accord, oui, ça vous fait du bien, très bien, mais on va quand même continuer, je suis là pour tel et tel soin, on va continuer à les faire, et puis voilà. Et en même temps, porter à la connaissance, ou du médecin référent, de la Miviludes ou de Dieu sait qui, ce qui se passe même de votre ordre, qui pourra lui-même se faire l'écho après. Mais ne pas couper le contact et ne pas perdre le patient. Mais c'est vrai que c'est difficile à appréhender parce que c'est une zone un peu grise. On est entre le bien-être, et c'est vrai que tous ces gens-là passent plus de temps peut-être que ne pourrait le faire un infirmier libéral qui se déplace à domicile, qui a X rendez-vous par jour et qui doit donc respecter un certain temps malheureusement contraint avec chaque patient. Bah oui, les autres sont plus disponibles. Oui, pour dire n'importe quoi, mais ils sont plus disponibles. Donc il y a les armes sont inégales. Donc il faut précisément avoir ce genre de comportement, c'est ne pas braquer le patient et essayer de maintenir toujours un lien qui rattache le patient à la médecine conventionnelle. Et je pense que les infirmiers sont un élément essentiel de ce maintien. Oui, vous avez raison, maître. Effectivement, la question de la rupture de soins, la rupture thérapeutique et de quelqu'un qui se retrouve en déshérence complète va poser effectivement un problème à la fois à l'infirmier, mais également aux patients. Ça majore le caractère péjoratif du diagnostic et de ne pas être pris en charge. Hugues, qu'est-ce que, finalement, qui sont les personnes les plus ciblées, les plus... Vous avez fait un tableau noir, donc on va recontinuer à mettre un peu de noirceur là-dessus. Je suis désolé d'avoir été aussi sévère, j'aurais dû... Mais non, mais c'est important de raconter. Non, mais les personnes cibles, ça va être des gens qui vont être dans des moments de fragilité, qui vont être aussi en recherche de bien-être, par exemple. Tout ce qui est bien-être est une porte d'entrée bien connue. Des gens qui vont vouloir s'améliorer, soit professionnellement, soit humainement, dans le développement personnel, avec le corollaire qui est aussi le coaching. Ça, c'est aussi des portes d'entrée importantes. Tout à l'heure, on évoquait avec Pierre le jeûne, la perte de poids, qui est aussi très insidieuse par rapport à un rapprochement de ces personnes qui vont vous proposer des jeûnes miraculeux. La parentalité, la périnatalité, qui sont des périodes délicates où des interrogations peuvent poindre, notamment au niveau des mères. La fin de vie, naturellement, les soins palliatifs, où là on trouve beaucoup de monde. Et puis d'une façon générale, en santé, tout ce qui est maladie longue. Alors c'est pas la chirurgie cardiaque, il y a très peu de problèmes d'infiltration et de dérive dans la chirurgie cardiaque. Ça va être des maladies chroniques, ça va être le cancer, ça va être diabète, ça va être maladie neurodégénérative, etc. Où là, c'est extrêmement facile. Les gens sont faibles, démunis, et puis vont être tentés de trouver des solutions miracles au coin de la rue. D'une façon générale, donc c'est la fragilité. Et puis, juste pour l'anecdote, il y a aussi des stratégies parfois. C'est-à-dire certains mouvements, là on n'est plus dans les dérives sectaires, ont besoin d'avoir des leaders d'opinion, des leaders politiques, des grands médecins, des personnes connues sur la scène médiatique. Là, il va y avoir, c'est plus du tout venant, si je puis dire, mais une approche de leur part pendant 1 à 3 mois pour trouver les maillons faibles de la psychologie de la personne. Et une fois qu'ils l'ont trouvé, ça peut être une addiction, un besoin de reconnaissance, toutes sortes de choses. Ils vont appliquer une recette et à ce moment-là, la personne va basculer en quelques jours et ça sera ensuite un porte-drapeau. On connaît certains grands groupes américains qui ont des leaders d'opinion qui sont des stars du cinéma. Je ne me donnerai pas de nom de mouvement. Voilà. Et donc, d'une façon générale, la fragilité, un deuil, rupture amoureuse, divorce, perte d'emploi, etc. Ce sont des terrains propices pour se faire happer par des thérapies diverses et variées. Ok, donc on continue à s'enfoncer dans une attention portée par les professionnels de santé pour leurs patients, et en fait pas que les infirmiers. Et là on reçoit Pierre de Brémondars qui est médecin, et donc il y a une vraie relation entre les médecins et les infirmiers. Et face à de tels agissements, de telles pratiques,
la coopération entre nos métiers doit s'opérer et comment est-ce qu'on organise de façon plus simple. Alors, donc je suis médecin généraliste, j'ai la chance de travailler avec des super infirmières et des infirmiers qui sont à la fois au niveau du centre de santé où je travaille et en ville. Et je pense que on a des patients aujourd'hui trop complexes et on n'est pas assez nombreux pour rester seuls face à nos patients. Et c'est d'autant plus vrai quand tu arrives dans le soin, où déjà on n'a pas le temps de gérer toutes les demandes, tous les soucis en consultation de nos patients. Quand tu arrives dans ces demandes, en plus, les interrogations sur telle technique naturelle pour traiter le diabète, l'utilisation d'huiles essentielles pour traiter la myopie, la réaction qui est naturelle d'un infirmier, d'un médecin, d'un soignant, ça va être « mais non, mais m'embêtez pas avec ça, j'ai déjà pas le temps de m'occuper des choses que je suis censé faire ». Et on se rend compte que comme les soignants ne sont pas forcément aussi disponibles qu'ils le souhaiteraient, et que les patients le souhaitent, la réaction, c'est du coup de mettre ça de côté, sauf qu'en faisant ça, on laisse le champ libre sous ces thérapeutes alternatifs. Et en laissant le champ libre, on ne le légitime pas forcément, mais en tout cas, ça laisse l'impression, et c'est une partie des conclusions en tout cas des études qu'a fait l'UNADFI avec son sondage, c'est que les médecines complémentaires sont au même niveau que le soin conventionnel. C'est-à-dire que dans l'esprit des patients, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que finalement, aller voir l'ostéopathe, aller voir le kiné, est-ce qu'il y a vraiment une différence ? Il y a une différence dans le sens où l'ostéopathe n'est pas une formation qui s'appuie sur des données scientifiques solides, alors que le kiné a un diplôme d'État solide. Sauf que dans l'esprit des gens qui n'ont pas la connaissance du système, et c'est normal, ils ne sont pas professionnels, l'ostéopathe, il est plus accessible, on paye plus cher, et il y en a partout. Voire, comme il y a des kinés-ostéopathes, ça brouille les coûts, et on est dans une situation où on a du mal à avoir un référentiel simple. Et donc la première chose que nous, on espère de la part des autorités publiques, c'est de tracer une frontière claire entre le bien-être, et les gens ont le droit au bien-être, et la santé. Et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est l'attitude qu'on voit aujourd'hui émerger aussi dans les ordres, c'est il y a la science et il y a le reste. Dans le soin, donc dans la relation avec le patient, l'essentiel, c'est de garder le lien entre nous, soignants, pour pouvoir apporter une réponse claire, unie au patient. Et la réponse, elle ne doit pas être monolithique, on ne doit pas arriver avec un argument d'autorité, on doit rester à l'écoute des préoccupations du patient, on doit respecter ses croyances. On parle en effet du karma, parce que c'est moins dans notre culture, mais finalement, les gens qui prient, qui vont à la messe ou qui sont dans des relations d'ordre spirituel, on n'a pas à le retirer de leur bien-être. Par contre, quand ça commence à empiéter sur le soin, il y a un problème. Et donc c'est cette attitude-là qu'on doit essayer de promouvoir, qui est une attitude d'écoute du patient de ses problématiques, une non-légitimation de ses pratiques, en disant je ne sais pas ce que c'est, je vous propose de regarder ensemble, c'est une partie du travail du collectif qui est d'essayer d'établir par des fiches simples, lisibles, sur les différentes pratiques, une base commune pour discuter en fait, entre soignants, entre le patient et le médecin, et entre l'infirmier et le patient. Par exemple, c'est ok, vous me parlez des huiles essentielles. Moi, je n'ai pas fait de formation en huiles essentielles. Regardons ensemble telle fiche, elle est claire, elle ne dit pas que c'est bien ou pas bien, elle donne des informations sur les risques, sur quoi ça repose et comment ça marche. Et à partir de ce moment-là, on parle sur un pied d'égalité avec le patient. Une des solutions à laquelle on est confronté dans le soin et auquel vous devez être confronté, c'est le patient qui arrive en consultation, qui a lu depuis 2 semaines tout sur le régime, la monodiète de pommes. Docteur, j'ai lu sur Internet, mangez que des pommes, c'est génial, ça soigne le cancer, ça soigne la myopie, je vais plus avoir de problème de diabète ou de cholestérol. Soignant, accaparé dans le soin, 10 minutes par patient, je fais ma tournée, j'ai pas eu le temps, moi, de me concentrer sur les effets de la monodiète de pommes. Donc il y a, dans cette étape-là de la consultation, une asymétrie informationnelle qui fait que la réaction naturelle du soignant, ça va être « mince, je sors un peu de mon rôle de soignant, je suis plus le sachant, donc je me mets sur une position défensive. » Avoir une base commune de réflexion et de discussion, ça permet de rééquilibrer le soin, de ne pas être sur la défensive, et donc de ne pas avoir cette tendance naturelle à dire « bah non, c'est n'importe quoi, on met de côté, on parle ». Et donc, on essaye d'avoir un peu cette attitude-là de « d'accord, est-ce qu'on peut partir sur une base commune pour en discuter ?» Et une fois qu'on a
gardé un lien de confiance avec le patient, qu'on lui a donné des informations non agressives, juste des informations claires, factuelles, qu'il accepte de les lire et d'en discuter, on peut poser les bases avec lui, c'est-à-dire, vous pouvez y avoir recours, attention à combien ça vous coûte, parce que comme on l'a dit ici, c'est un marché, donc ça veut dire qu'on est après l'argent des patients, et ça on le voit très bien dans la périnatalité, dans la petite enfance, autour des personnes âgées. Les gens veulent juste récupérer de l'argent. Et n'arrêtez pas de traitement, n'arrêtez pas de médicaments, ne rentrez pas dans des pratiques extrêmes sans en parler à un soignant. Et on se rend compte, et c'est le travail avec les dérives sectaires qui l'a montré, que le fait d'avoir quelqu'un, une bouée de sauvetage, le moment où le doute arrive, c'est plus important que d'être face à quelqu'un qui débat factuellement. Parce qu'il y a toujours un moment où le doute arrive. Et ça, la ministre Sonia Backes le décrit très bien, elle était rentrée dans des dérives sectaires, et elle le décrit dans ses interviews. Il y a une amie en qui elle a confiance qui lui a dit « Mais t'es sûr que c'est pas une secte ce que tu fais ?» Et donc là, le processus intellectuel de prise de recul, d'aller chercher d'autres informations, lui a permis de sortir un peu de ce mode de pensée. Et donc là, on peut après partir, on pourrait discuter pendant des heures des mécanismes d'emprise, et je suis moins expert que vous autour de la table, mais arriver à créer le doute et être là quand le doute arrive, c'est plus important que d'avoir raison dans une relation de soins qui arrivera de toute façon à un terme, à un échec, si jamais on est monolithique, si jamais on n'arrive pas à échanger et discuter avec nos patients. Et les infirmiers qui sont là auprès des patients, qui suivent les médicaments, qui ont le 06, le numéro de téléphone du médecin généraliste, sont vraiment les premières lignes de défense, la première ligne de vigilance qu'il faut vraiment valoriser et écouter. Et peut-être aussi aider à former, et c'est ce qu'on essaie de faire avec des webinaires, avec nos fiches au sein du collectif. Merci à vous qui êtes au contact des patients. N'hésitez pas à nous appeler. Moi, en tout cas, si vous êtes infirmier, si vous avez mon 06, si vous avez un truc, appelez-moi, il n'y a pas de souci, je vous appellerai. Alors, on ne va peut-être pas mettre le 06 de Pierre en direct, ni celui des intervenants, à moins qu'ils le préconisent, mais effectivement, la matinale après sera plutôt marketée, et on mettra tout un tas de documents. L'Ordre est en train de préparer avec Hugues des fiches, on mettra les liens vers nos FECMED de façon à faire. Et Maître Bosselu, pour le coup, vous avez fait appel à la Mivilude, Pierre au libre arbitre et à l'esprit critique d'un scientifique que peut être l'infirmier pour empêcher les gens de dériver. Mais finalement, qu'est-ce que ça peut être la procédure en termes de signalement et également sur le plan judiciaire? Revenons vers votre cœur de métier. Je rebondis sur ce que viennent de dire Hugues et Pierre, c'est-à-dire qu'en fait, l'emprise sectaire, c'est la mise en abus de faiblesse du patient. Et d'ailleurs, le texte qui permet pénalement de poursuivre les dérives sectaires, c'est précisément l'abus de faiblesse. L'abus de faiblesse a toujours existé dans le code pénal, mais là, on a une petite spécificité, c'est qu'on n'abuse pas d'une faiblesse préexistante, par exemple quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est très âgé, ou une femme enceinte, comme le texte le prévoyait il y a maintenant très longtemps. Non, on abuse d'une personne qu'on a soi-même préalablement conditionnée et mise sous emprise. Et c'est ça, le phénomène sectaire. Donc, à partir du moment où un infirmier qui est une vigie, parce que vraiment au contact du patient, constate que le patient perd son libre arbitre, constate qu'il a une rupture, parce que on le voit régulièrement, on voit ses habitudes de vie, qu'il a une rupture avec sa vie antérieure, qu'il adhère de façon inconditionnelle à ce qu'on lui a dit. Par exemple, comme je disais, la méthode Amer, il est persuadé, vous savez, la théorie de la méthode Amer, c'est de dire qu'il n'y a pas de maladie incurable. Il y a juste des patients qui n'ont pas su trouver la force en eux de la soigner. Vous voyez, quand vous commencez à voir votre patient qui commence à énoncer des principes avec beaucoup d'autorité, de façon péremptoire, un certain nombre de choses, quand vous voyez que la vie a totalement changé, qu'il y a une petite rupture avec le réseau familial, avec le réseau amical, etc., quand il y a cette sensibilité à toutes ces thèses, et quand il y a
une altération un peu du comportement et qu'il n'y a plus de liberté de choix et qu'on voit bien que ce que dit le patient n'est pas ce qu'il pense, mais ce qu'on lui a dit de penser, ben là, effectivement, il faut procéder, à mon sens, à une information, soit directement à l'ordre qui répercute, soit directement à la Miviludes, soit directement auprès d'associations de défense de victimes de sectes comme l'UNADFI que j'assiste et que je représente dans beaucoup de procès depuis 30 ans, mais il y en a d'autres. Il y a le CCMM, il y a le GPS qui est maintenant créé par Hugues, il y a plein d'associations qui sont quand même très sensibilisées pour avoir déjà des informations et savoir si ce qu'on constate n'est pas totalement aussi complètement, j'allais dire, sans raison. Donc ça, c'est important. Après, malheureusement, l'infirmier n'a pas la possibilité, comme personne d'ailleurs ici, un médecin ou quelqu'un, de déposer plainte en lieu et place du patient. D'où l'importance de la Miviludes et d'où surtout l'importance des associations de défense de victimes de sectes qui, elles, ont un agrément donné par le législateur pour pouvoir éventuellement déposer plainte alors même que l'adepte n'est pas encore en mesure d'avoir pris conscience de l'emprise dans laquelle il était et n'est pas en mesure d'agir. Donc, topiquement, c'est aussi important de s'adresser à certaines associations dont je répète l'UNADFI, parce que l'UNADFI, à un moment, elle, peut décider de déposer plainte alors même que le patient qui a croisé l'infirmier est toujours dans sa conviction et lui n'a pas le sentiment d'être d'une façon ou d'une autre une victime. Parce que ce qu'il faut savoir dans l'emprise sectaire, et c'est très important, c'est que on tombe et on entre très rapidement dans une dérive sectaire, mais on en sort très difficilement. Ça, c'est une observation quasi scientifique. Moi, ça fait 30 ans que je vois des dossiers de victimes de sectes. La bascule dans le groupe ou la bascule, l'adhésion auprès du gourou, s'il n'y a pas un groupe, s'il y a juste une seule personne, c'est un phénomène ultra rapide. Parce qu'à partir du moment où la faiblesse est identifiée, le processus de mise sous emprise, qui est toujours un petit peu le même, avec une phase de séduction, de narcissisation de la personne, puis une phase de conditionnement et de restructuration de la pensée de la personne, puis une phase de destruction de tout ce qui était les repères précédents, tout ça, c'est ultra rapide. Mais en revanche, la reconstruction et le redétricotage de ce processus à l'inverse, ça c'est très long. Et d'ailleurs, j'en parle souvent avec des psychiatres, c'est pour ça que je reviens à la bouée qu'évoquait Pierre. C'est important que des gens ne coupent pas le lien, parce que ce qui est le plus difficile pour quelqu'un qui a été mis sous emprise, c'est précisément, alors que le monde extérieur est démonisé, diabolisé, est devenu un territoire hostile, c'est très difficile de faire le chemin inverse et de revenir dans ce monde si on n'y a pas un référent ou quelqu'un qui peut à nouveau vous y recevoir et vous aider. Donc c'est ça qui est important. Donc vraiment une grande vigilance, porter à la connaissance, faire des signalements, que ce soit Miviludes, ordre ou association de défense de victimes de sectes, et rester présent le plus possible. Évidemment, il y en a qui coupent tellement après le recours à la médecine conventionnelle qu'ils ne vont plus voir leur infirmier, ils ne plus évidemment voir leur médecin. Mais quand même, si on a pu, en amont de ça, porter à la connaissance de gens qui peuvent agir, il y a une possibilité. Alors après, une fois que ce signalement est fait, eh ben, si le cas est un cas avéré de dérive sectaire, on saisit la justice par une plainte, généralement le procureur, puis dans un deuxième temps un juge d'instruction, et se met en place une enquête qui va établir
par le recours avec des médecins experts psychiatres à la mise sous emprise et à l'établissement de cette mise sous emprise qui correspond à un certain nombre de critères qu'on constate et de changements comportementaux de l'adepte. Et une fois qu'on a ça, on peut poursuivre le responsable, le gourou, la gourelle. Il y a toujours une personne, même dans un groupe, il y a toujours une personne référente qui est celle qui dispense la bonne parole, je mets des guillemets à la bonne parole évidemment, et qui est à l'origine de cette mise sous emprise. Écoutez, il est plus optimiste que vous, Hugues. Heureusement. Ouais, je ne suis pas pessimiste. Hein. Non, mais c'était bien de rappeler que ça sortait difficilement, mais qu'il fallait avoir beaucoup d'attention, garder le fil et tout ça. Avant de conclure, peut-être un mot chacun pour... on a fait un tour d'horizon assez important de tout ce qu'il y avait à dire. Un message à passer, hormis d'aller voir GPS, discuter avec nos FECMED, discuter avec les associations. Hugues ? Un mot. Effectivement, on a tendance aujourd'hui à dire dérive thérapeutique, dérive sectaire, jusqu'à l'infini, on peut en discuter. Mais ce que dit Maître Bosselu, concernant l'emprise en santé, il faut rappeler tout ce qui concerne le cancer et les techniques de type biologie totale, aussi redoutables. Et puis le jeûne assisté, où là, dans ces deux cas-là, qui sont caricaturaux, il y a vraiment mise sous emprise et il y a une nécessité d'accompagnement. Le lien, comme tu l'expliquais, maintenir le lien. Et puis je crois que les infirmiers ont un rôle essentiel, puisqu'ils sont en première ligne, y compris dans l'intimité des familles, au travers des visites. C'est eux qui passent sans doute le plus de temps avec les malades aujourd'hui. Alors, naturellement, ne pas professer ni développer ces techniques, mais au contraire être sur un registre de l'écoute, de la vigilance, et puis ne pas hésiter à revenir vers les médecins, vers l'ordre, vers la Miviludes, parce qu'ils ont un regard que peu de soignants ont sur le phénomène. Merci Hugues. Pierre, peut-être parler aussi de nos FECMED. Alors oui. Parce que les infirmiers pourraient très bien aussi venir à vos côtés dans l'association. Alors, si je commence à recruter, je vais me faire qualifier de gourou, mais, mais on est une association de loi 1901, on fonctionne juste avec des adhésions et beaucoup par Internet. Mais je voudrais parler aussi du quotidien de l'infirmier, du médecin, du soignant. On n'a pas à rougir de nos fonctions, on n'a pas à rougir de notre métier. On fait un métier extrêmement difficile tous, dans un contexte extrêmement difficile au vu de la situation actuelle. Et on n'a pas à se sentir inférieur. On parle de médecine complémentaire, mais non, on n'a pas à être complété par des pratiques qui s'apparentent à du bien-être, à du confort. On a à travailler ensemble mieux, à mieux dialoguer entre soignants. Et c'est, je pense, c'est au travers peut-être d'expériences douloureuses, mais de ces expériences de travail en commun, de communication entre soignants, qu'on arrivera à faire front, à faire équipe et à mieux prendre en charge nos patients, à la fois éviter les risques de dérive thérapeutique sectaire, mais aussi tout simplement à les amener à un meilleur état de santé. Et le médicament joue, mais il ne vient que compléter le travail de l'équipe de soins. Merci. Merci beaucoup Pierre. Maître Bosselu. Moi, je voudrais juste rappeler l'importance du domaine de la santé. Et donc, l'importance pour les infirmiers d'être des vigies ou des lanceurs d'alerte. Pourquoi ? Parce que si on constate qu'aujourd'hui, il y a tout un secteur du bien-être qui vient, au nom de pratiques non conventionnelles, essayer insidieusement de pénétrer le domaine de la santé, ça a toujours existé. Je veux dire que toutes les sectes ont dans leur rayon toujours une dimension santé. Je prends deux petits exemples. La scientologie, qui est quand même un groupe ultra puissant et qui est mondial, a mis en place une technique dite de la dianétique, sur laquelle on pourrait parler des heures, qui n'a aucun sens, mais qui préconise, par exemple, la lutte contre la déprime avec des vitamines vendues évidemment par nos amis scientologues à des tarifs défiant toute concurrence en ce sens qu'ils sont absolument prohibitifs. Et le groupe a été condamné il y a quelques années pour la pratique illégale de la pharmacie. Les témoins de Jéhovah, on peut dire les témoins de Jéhovah, la santé, ben si, parce que les témoins de Jéhovah, dans leur doctrine, considèrent que la consommation de sang est interdite et prohibée, et donc s'opposent à la transfusion sanguine, avec des sujets absolument dantesques, de gamins qui sont en urgence vitale,
et qui, parce qu'ils ont rempli un papier de leurs parents, ou leurs parents ont des papiers, s'opposent à la transfusion. Je veux dire par là que la santé, c'est assez essentiel pour tous les groupes qui veulent mettre sous emprise. Donc soyez très vigilants et rappelez-vous d'une chose, c'est qu'il y a un mot qui a été, et j'en termine par ça, inventé par la Miviludes et que je trouve remarquable, c'est pour toutes ces pratiques non conventionnelles, on parle de dérapeute, c'est-à-dire un thérapeute qui dérape. Voilà. Et je trouve que c'est exactement à ce mot-là qu'on pourrait résumer l'ensemble souvent de ces pratiques. Des dérapies, ça dérape souvent et ça n'a de nom, le bien-être, que de nom, parce que le plus souvent, on arrive sur autre chose. Bah écoutez, merci beaucoup à tous les trois d'être venus et d'avoir permis ce point pour les infirmiers. Beaucoup de choses ont été dites du bien de ma profession et c'est mieux quand c'est pas moi qui le fais et que c'est pas moi qui le dis, et de rappeler son caractère et son rôle essentiel dans ce lien avec les patients, dans ce rôle de vigie et ce dialogue interprofessionnel qui doit être mené au quotidien. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une thérapie et qu'il y ait un dérapage aujourd'hui. Ça aurait pu arriver parce que le sujet est tellement sensible, tellement épidermique, et on a l'écophase préparatoire de ce que prépare la ministre Firmin Lebaudot. Donc on est en train, vous avez compris, avec beaucoup d'attention dans ce sujet-là. Pour les infirmiers, on est 1,5 million inscrits au tableau de l'ordre à la date. Donc effectivement, un vrai rôle de vigie, mais également au quotidien, il faut que les infirmiers soient informés de ce sujet-là. Et c'était vraiment le but de cette matinale aujourd'hui. C'était le but, et vous avez bien voulu vous prêter au jeu de questions-réponses et de préparation d'alerte, de vigie, justement, de pouvoir donner de l'information. Je l'ai dit, ce sera complété au Conseil de l'Ordre par des fiches, par les liens vers vos différentes références auxquelles vous avez fait allusion là. Peut-être pas de gourou pour Pierre de dire, ni pour Hugues de dire venez rejoignez-nous sur Internet, et que Maître Bossuet aille poursuivre sur les prétoires non professionnels, mais faire vraiment en sorte que les difficultés qu'on connaît tous d'accès aux soins, de difficultés d'accéder à un médecin, peut-être plus facilement à un infirmier, mais si on est en rôle prescrit, donc plus complexe à avoir sur des patients lambda qu'on ne voit pas. Donc c'est vraiment ce rôle-là qu'on a voulu promouvoir aujourd'hui, de dire chacun doit être vigilant dans son périmètre auprès des patients qu'il a en charge et être une vigie. Et l'aspect, maître, que vous avez relevé, mais je crois que tout le monde l'a dit, c'est d'établir un répertoire, parce que finalement ce qui va se passer à Marseille va peut-être se passer aussi à Paris également, et de voir ce maillage territorial par des signalements à la Miviludes est quelque chose d'assez essentiel. Je vous remercie tous d'être venus, nous être prêtés à cette matinale, parce que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, je le pense, dans les temps à venir. Le bien-être est de plus en plus réclamé avec le durcissement de la société, les conditions de vie qui sont de plus en plus difficiles pour l'ensemble de nos compatriotes. Et donc, je pense que c'était essentiel qu'on ait cette première discussion entre nous, et peut-être qu'on en aura d'autres et qu'on refera appel à vous en fonction de ce qui se passe et des évolutions, des rendez-vous que nous aurons avec la ministre et des lignes qui seront tracées justement pour séparer le droit, la science et le bien-être, de façon à ce que nos professions réglementées, vous êtes aussi une profession réglementée, maître, soient vraiment à la manœuvre et puissent apporter la meilleure information aux patients au bon moment. Encore une fois, merci, et donc je vous dis peut-être à bientôt, et je pense que ce fera. Merci beaucoup encore et bonne journée. Merci de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, et à très bientôt pour une prochaine matinale.